One Piece. Quelle fiction! Certains aiment la lire, d'autres préfèrent la regarder. Dans tous les cas, nous apprécions suivre les aventures qui y sont relatées, et pour ma part, j'adore les interpréter à travers les openings de l'anime. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous proposerai des analyses complètes de ces derniers, afin que vous vous rendiez compte de la richesse de détails cachés dont ils sont les trésors de chacun de nos débuts d'épisode. L'opening que je voudrais vous analyser est l'opening numéro 26 qui s'intitule Ase et qui est le nouvel opening de l'anime One Piece. Ce dernier s'inscrit comme étant véritablement l'opening de l'âge d'or de l'anime en parallèle des magnifiques chapitres que nous sort quotidiennement Oda. Mais pourquoi Ase? C'est avant tout car la symbolique est très forte dans cet opening, comme dans la plupart des autres qu'on traitera sur cette chaîne d'ailleurs. Ase, c'est le groupe, c'est la camaraderie, l'accomplissement en équipe. Pas étonnant que la parole la plus répétée soit All of Us, signifiant nous tous ensemble. Cela fait écho à la jeunesse du maître, Eiichiro Oda, plus précisément au foot, sport qu'il pratiquait et appréciait tout particulièrement pour son côté social, jeu d'équipe. D'où l'une des thématiques les plus redondantes dans One Piece, et par extension dans les openings. L'équipage, l'accomplissement en groupe, ce sont des valeurs chères à Oda et nous allons les analyser à travers ce 26e opening. Avant de passer à l'analyse, je voudrais vous afficher à l'écran quelques formalités telles que les noms des directeurs d'animation, de l'interprète Hiroshi Kitadani dont on parlera plus tard dans la vidéo, des paroles, le compositeur, etc. Bien. Et oui, juste avec ce titre, on peut déjà analyser tous ces aspects de l'œuvre dans son entier. Je vous propose dans cette analyse de passer en revue aussi bien l'image que l'audio, afin de mieux comprendre le message que veut nous faire passer l'œuvre à travers ses openings. Place à l'analyse vidéo. Commençons par l'analyse vidéo de l'opening. On fonctionnera plan par plan, les uns après les autres, tout au long de la vidéo. Je vous suggère d'ailleurs d'aller voir l'opening avant l'analyse, il ne dure qu'1 minute 30 et regorge d'easter eggs, de références, et attention aux spoilers, il y en aura beaucoup pour tous ceux qui suivent uniquement l'anime par exemple, on les embrasse. Premièrement, on commence avec une vue en plongée du Thousand Sunny dans le Nouveau Monde. Ici, il faut comprendre qu'on est directement après les événements de l'arc Wano Kuni, qui se conclut avec les Mugiwara qui mettent le cap vers de nouveaux horizons. Puis, on a directement un gros zoom sur Luffy qui se relève et sourit à la caméra. Cette scène est une référence directe au chapitre 1060 où Luffy révèle son véritable rêve à son équipage. La nature de ce dernier nous est officiellement inconnue à ce jour et il fait encore l'objet de nombreuses théories. Tout ça pour dire que c'est très symbolique de démarrer un opening avec le véritable rêve de son personnage principal. La thématique du rêve étant omniprésente dans One Piece et encore plus dans ses openings, on le verra dans l'analyse de l'audio. On a directement ensuite le gros titre One Piece et tous les Mugiwara en ligne avec leurs nouveaux habits, ceux de Egghead. On peut voir à droite Sanji qui fait le sim comme toujours, et enfin Luffy qui vole dans les airs, montrant qu'il a un peu de mal avec son nouvel équipement. Ensuite, on va avoir tout le déroulement de l'arrivée de l'équipage sur l'île. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aurait du spoil. Les plans suivants montrent le parcours synthétisé des membres de l'équipage pour atteindre l'île. Ainsi, on voit le Vega Force 1 commandé par Punk 2 ou Lilith qui ramène le bateau et une partie de l'équipage sur Egghead, toujours avec le titre One Piece en fond. On peut remarquer des ombres menaçantes dans l'eau, c'est justement les robots monstres marins qui ont attaqué les Mugiwara sous le commandement de Lilith. Puis,
On a directement un plan du reste de l'équipage, c'est-à-dire Luffy, Chopper et Jinbei, accompagnés de Bonnie. Tout ce petit groupe profite de la machine à nourriture qu'on peut voir des épisodes 1090 à 1092. Après, on observe Franky, Robin, Nami, Usopp et Sanji progresser sur l'île. Plus précisément à l'entrée du Labo Phase avec ce sol ressemblant à des nuages qu'on peut voir au chapitre 1064. Ensuite, on a Luffy dans l'environnement artificiel tropical d'Egghead qui nous laisse apercevoir l'ancien robot. En effet, c'est au chapitre 1067 que Luffy demande à Vegapunk si c'est lui qui l'a construit. Ce dernier étant le robot libérateur millénaire qui aurait terrorisé Marie-Joise il y a 200 ans. Ensuite, on a un plan qui fait penser aux sélections de personnages dans les jeux vidéo. C'est bel et bien l'effet recherché puisque c'est l'arc de la technologie, du virtuel, du futur. En témoigne la typographie utilisée pour le gros titre One Piece et le dynamisme de l'opening en général. On a donc au-dessous la tête de Vegapunk avec au-dessus, comme s'ils en sortaient, et c'est une belle métaphore graphique car c'est réellement le cas, les satellites de Vegapunk, ainsi qu'une version miniature de ces derniers juste au-dessous. Les satellites de Vegapunk sont représentés dans l'ordre suivant. Cet ordre pourrait être expliqué par la complémentarité des satellites et les liens qui s'organisent entre eux. Effectivement, chacun d'entre eux représente une facette nécessaire au Dr Vegapunk en tant que tel. Par exemple, Shaka est le bon, et elle respecte les règles, alors que Lilith va être enclin à les transgresser. C'est pourquoi ils sont représentés côte à côte. En PDP partagé, c'est excellent, c'est validé par Piece by Piece l'équipe. Une fois cette représentation terminée, on voit donc le véritable Vegapunk qui est l'allégorie des savants fous. Effectivement, son personnage a été influencé par Newton, de par justement la pomme sur sa tête, et Albert Einstein, avec son apparence générale et sa lampe qui pend, ce dernier étant souvent représenté comme tel. Quoi qu'il en soit, on le voit qui commence à s'affoler. Et la raison de cet affolement sont les 3 membres du CP0, et non pas des moindres, Stussy à droite, Lucci au centre et Kaku à gauche. Les masques respectifs de ces agents glissent pour les cacher, et c'est une métaphore recherchée. Effectivement, ils agissent dans l'ombre et leur mission est d'assassiner Vegapunk, d'où le moment où ce dernier prend peur. Puis, on a directement une scène où Luffy recherche le Dr Vegapunk. Mais il s'épuise rapidement à cause de son incapacité à utiliser le matériel de pointe. C'est une référence directe au chapitre 1074. On remarque ensuite que toutes ces recherches étaient diffusées sur un écran, en dessous duquel on voit Zoro affalé sur un canapé. Luffy le rejoint puisqu'il est exténué, la salle devient par la suite sombre, et l'écran s'allume pour faire apparaître premièrement les 6 satellites par ordre croissant de droite à gauche. On peut voir d'ailleurs que York affiche un sourire suspect, ce qui la rend particulièrement louche, et le docteur Vegapunk sortant de l'écran au milieu de ces derniers. Le concept de lumière et d'hologramme est très important dans cet arc, comme on a pu le voir lorsque Luffy essayait de frapper un dragon holographique à l'extérieur du labo au chapitre 1062. C'est justement l'apparence que prend Vegapunk, une apparence d'hologramme, car il est recherché. Un hologramme, c'est intangible, c'est néanmoins l'homme le plus recherché de l'arc,
par beaucoup de personnages d'ailleurs. Puis on a le groupe de marines actifs durant l'arc. D'abord, on a ceux qui se dirigent vers Egghead, Kizaru et la vice-amiral Dole, et ceux qui vont à la rescousse de Koby sur la ruche, c'est-à-dire Ibari, Hermep et Garp. Ensuite, on a le nouvel empereur Baggy, accompagné de Crocodile à sa droite et de Mihawk à sa gauche. Cette disposition ne laisse pas sans rappeler la fameuse affiche de la Cross Guild, cette nouvelle organisation qui prend puissance dans le Nouveau Monde. Puis, il y a une transition avec Luffy en Gear 5 muni de lunettes. C'est une référence au chapitre 1070, durant le combat contre Lucci. De même, on a une référence à la forme géante du Gear 5 de Luffy dans son combat contre Kizaru au chapitre 1092. Après, on a un magnifique plan des événements se déroulant sur la ruche, avec au premier plan Koby qui porte un boulet. En effet, il était prisonnier des pirates de Barbe Noire avant que le groupe de marine ne lui vienne en aide. C'est pourquoi on voit Ibari courant derrière. Et au second plan, on voit la manifestation du fruit du démon d'Avalo Pizarro, l'un des commandants de la flotte de Barbe Noire, lui conférant le pouvoir de manipuler des structures inertes, en l'occurrence le crâne de l'île de la Ruche. Ensuite, on a une avalanche de références cachées très discrètes sur le background de Bonnie et de Kuma. D'abord, le plus évident. On a Jinbei, Luffy et Chopper qui changent d'apparence dû au pouvoir de Jewelry Bonnie. Luffy est maintenant un vieillard, Jinbei a rajeuni et Chopper a aussi beaucoup vieilli. On voit clairement en arrière-fond la main gantée de Bonnie avec des pierres brillantes qui tournent des personnages, référence à son surnom Jewelry signifiant bijou. Maintenant, on va s'attaquer aux références cachées dans l'ordre d'apparition de l'opening. D'abord, en bas à gauche, on peut apercevoir le symbole de la tenue de Kuma lorsque c'était un grand corsaire. C'est une référence importante puisque c'est le père adoptif de Bonnie. Puis, toujours au même endroit, on a l'ombre du guerrier légendaire Nika, référence aussi importante puisque c'est la divinité en laquelle Kuma croit. Puis, on perçoit une ombre menaçante en forme d'araignée avec des cornes. C'est celle de Saint J. Garcia Saturne, dans sa forme démoniaque. Après, on aperçoit la silhouette de la saphirite, terrible maladie dont souffrait Bonnie. Et enfin, on aperçoit la cible que portait Kuma lors de la chasse aux esclaves de God Valley. C'est notamment à ce moment qu'il rencontre la mère de Bonnie, Ginny. L'ensemble de ces éléments sont primordiaux pour le développement de l'arc narratif du personnage de Bonnie, et on remarque que ceux qui sont positifs sont en clair, on peut par exemple penser au symbole de Kuma ou à la silhouette de Nika, et ceux qui sont néfastes sont en foncé, la silhouette de Saturne ou la cible d'esclave de Kuma. Ensuite, on peut voir Atlas qui check un hologramme, ça on peut le voir en voyant des légers effets de glitch au début du check. Ce moment n'est pas là pour rien, il montre que la lumière peut être manipulée, tout l'enjeu du combat contre les pacifistas et Kizaru qui usent des lasers lumineux. C'est aussi une référence directe à un passage du chapitre 1062. On aperçoit ensuite deux membres des Hurt Pirates avec Beppo au fond, dans le sous-marin. On remarque déjà que l'eau s'est infiltrée et qu'ils se sont tous transformés en femmes. C'est une référence au combat contre Barbe Noire où Doc utilise son fruit pour changer le sexe des pirates de l'eau. On continue avec la lutte contre Barbe Noire avec ce beau plan des principaux libérateurs de Koby sur la ruche. On voit le prince Gless, Hermep, Kujaku et Ibari. Cette dernière utilisant les JP Flowers sur les pirates de Barbe Noire, ayant pour effet de les neutraliser puisque ces plantes empêchent l'utilisation de quelques armes utilisant de la poudre à canon. On a ensuite une belle transition avec, sur un fond de destruction, Sentomaru et les pacifistas Mark III, qui concentrent un à un leurs lasers. C'est une référence au chapitre 1074 où Sentomaru ordonne aux pacifistas Mark III d'aider Luffy et son équipage dans la fuite d'Egghead. On a après une scène de Kizaru qui chute vers l'océan. Il est même classe quand il tombe. Dans son combat contre Luffy au chapitre 1092. On voit ensuite Kuma qui se délivre de ses chaînes. Cette symbolique est très forte puisque Kuma est l'éternel opprimé, et sa représentation en train de se libérer de ses câbles montre que la fin est proche, la fin de la souffrance. C'est clairement une référence au chapitre 1067, montrant Kuma se dirigeant vers Egghead. On remarque par la suite le séraphin S-Sha, qui traverse le sol comme on pourrait plonger dans l'eau, ses yeux s'illuminant. Référence nette au chapitre 1077,
montrant que le S-Shark a bénéficié artificiellement du fruit de Senior Pink. Très belle transition avec Bonnie, enfant, qui sort de l'eau. Ici, c'est un spoil monumental, car en sachant que Bonnie possède le fruit de l'âge, c'est encore soumis à théorie effectivement, le fait qu'elle se trouve dans l'eau de mer la prive de tous ses pouvoirs. Elle retrouve donc sa forme initiale et véritable, celle d'une petite fille de 10 ans. On a ensuite une scène de Sentomaru, enfant, qui est admiratif des lasers que lance Kizaru avec son doigt. C'est une référence au chapitre 1089, autrement dit le flashback d'Egghead. C'est bien justement ce passage qui donne tout ce côté humain chez Sentomaru. On voit ensuite un gros plan sur Shaka, sur un fond rouge. Il est de dos et se retourne progressivement pour nous faire face. C'est très expressif pour un personnage qui porte sans cesse un masque, ce qui donne cette profondeur à Shaka à travers cet opening. Effectivement, le Punk 1, le bon, devant tout réguler et sans cesse veiller sur l'île. On comprend que derrière ce masque ne se cache pas qu'un personnage maître calme de la situation. On aperçoit dans le fond aussi des silhouettes d'hommes, ressemblant aux agents du Cypher Paul. Et c'est bel et bien le cas. Cette hypothèse est confirmée par les traces de mains qui apparaissent à l'écran, car ce sont les leurs. On l'apprend au chapitre 1079 qu'effectivement, le Cypher Paul 5, 7 et 8 ont été capturés à Egghead. Par la suite, on aperçoit quelqu'un caresser le S-Snake avec les autres séraphins sur le côté, dont S-Hawk, S-Shark et S-Bear. On peut déduire que c'est York qui est responsable de cette action. En effet, cette dernière ayant pour plan d'utiliser les séraphins afin d'asseoir sa domination au chapitre 1079, en particulier le S-Snake, puisqu'il peut pétrifier ses ennemis. On remarque aussi au niveau des yeux du S-Snake qu'il y a une brillance semblable au bijou de Bonnie, ce qui souligne encore plus l'importance de ce personnage durant cet arc. Puis, on a une scène avec des bijoux et une étoile brillante au milieu. Elle fait directement référence à la scène du chapitre 1098 où Kuma décrit Saphirite de la petite Bonnie comme étant des bijoux pour lui remonter le moral, d'où le surnom Jewearly Bonnie. On a ensuite une scène exceptionnelle. C'est ni plus ni moins que le parcours des Mugiwara tout au long de l'œuvre, avec un gros zoom sur Luffy à travers le temps de Romance Down à Egghead, pour montrer le long parcours qu'il a réalisé depuis que le rêve a commencé, plus précisément dans l'ordre décroissant. S'affiche à l'écran l'ensemble des tenues qu'a porté le personnage principal de l'œuvre au cours de son périple. Et ce qui est magnifique dans cette scène, c'est que les tenues sont même accordées avec le sol de l'arc en question. On voit premièrement Luffy qui marche sur le sol de Marineford, et la tenue s'ajuste en conséquence. Puis, c'est le sol de Sabaody, avec au même moment l'arrivée dans l'ordre des Mugiwara après le time-skip. Puis, ce sont les tenues de l'équipage entier qui s'ajustent d'abord à Punk Hazard, puis à Dressrosa. Puis, on a un gros plan sur Luffy en mode Tea Party, de même pour Nami et Sanji, et Zoro en mode Wano Kuni. On peut expliquer ce décalage entre Zoro et le reste par la séparation de l'équipage après l'arc de Dressrosa. Effectivement, Luffy, Nami, Chopper et Brook étant partis pour sauver Sanji sur Whole Cake et le reste de l'équipage se dirigeant vers Wano Kuni. On voit ensuite une suite de transitions exceptionnelles annonçant les futurs combats importants de l'arc. D'abord, on voit brièvement Lucci qui s'oppose à Luffy. Mais tout de suite, on voit un rouage qui est en fait le bras de Kid affrontant Shanks aux abords d'Elbaf. On peut remarquer que Shanks est à demi caché sous sa cape. Cette représentation n'est pas anodine, elle intervient une nouvelle fois dans le mystère du personnage. La plupart du temps, il est représenté par l'auteur avec ses yeux fuyants. La représentation que la Toei en fait dans cet opening va dans ce sens. On voit ensuite Barbe Noire contre l'eau sur l'île du vainqueur, puis Kuzan contre Garp sur l'île de la ruche, puis Zoro contre le S-Hawk dans le Labo Phase, et enfin Lucci éveillé contre Luffy éveillé, se donnant un gros coup de poing recouvert de haki simultanément, référence directe à la célèbre scène du chapitre 1069. Ensuite, on a une référence très discrète à Im-sama, plus précisément à l'une de ses attaques vues au chapitre 1085, où ce personnage attaque le roi d'Alabasta, Nefertari Cobra. C'est une flèche noire de nature encore aujourd'hui inconnue, cette dernière est remplacée par Sabo. Ce choix n'est pas anodin, il est au contraire symbole de la présence de ce dernier durant l'assassinat de Cobra à Marijoise. Ce dernier ayant vu les vrais pouvoirs des 5 doyens, ainsi que ceux d'Im-sama. On remarque tout de suite après une vague de corbeaux volant vers les cieux. On peut en déduire 2 analyses de ce passage. Premièrement,
C'est une référence directe au pouvoir du fruit du démon de Karasu, ayant le fruit de la suie. Il peut faire apparaître ce type de nuisible, puisque c'est un révolutionnaire, sa présence aux côtés de Sabo n'est pas étonnante. De plus, il y a la symbolique derrière le corbeau en lui-même. Il annonce un mauvais présage, d'autant plus si celui-ci se répand à travers le monde, et c'est justement pourquoi on voit les corbeaux mutés en mouettes, les mêmes utilisés par Big News Morgan pour répandre l'information à travers le monde. Serait-elle bonne cette information, puisqu'elle prend ses racines d'un groupe de corbeaux? Et on voit justement par la suite le fameux Big News Morgan qui manipule l'information à son aise, comme il cache avec son aile Vivi et Wapol, qu'il voulait bien transporter hors de Marie-Joise en échange d'informations, comme vu au chapitre 1074. Toujours avec cet effet de film-bande de cinématique de jeux vidéo, mobilisé selon moi pour donner un effet mystique aux scènes qui suivent, notamment en lien avec les informations liées au siècle oublié, on voit des dizaines de livres chutant dans le vide. Ce sont les livres de la fameuse bibliothèque d'Ohara détruits à cause du Buster Call. Justement ceux qui relataient la vérité à propos du siècle oublié. Ce dernier passage est en lien direct avec le suivant. On voit deux personnages en noir avec à leur main un bouquet de fleurs. Ça a l'air d'être une scène de commémoration, peut-être un hommage à un mort. On peut donc penser au chapitre 1066 où Dragon et Vegapunk rendent justement hommage au professeur Clover, celui qui a fait le plus de recherches à propos du siècle oublié justement. On voit ensuite une scène formidable représentant la salle du trône du château de Pangea, avec l'ensemble des épées des familles fondatrices du gouvernement mondial, avec au fond le trône vacant, celui où personne ne devrait s'asseoir, puisque personne ne doit prendre le pouvoir seul. Or, on y voit la silhouette d'Im-sama, ce qui nous donne une petite idée des manipulations obscures qui ont pu s'opérer au sein du gouvernement mondial. On a ensuite une nouvelle fois la suite de combats importants, mais cette fois-ci dans l'ordre inverse, avec uniquement ceux qui continuent de lutter, même après une défaite violente. Dans l'ordre, on a Sabo, puis Kid, puis Law, puis Kobe. On voit qu'ils sont bien amochés à cause de leurs combats respectifs, ce qui donne une petite idée de l'issue des confrontations. Enfin, une scène très symbolique. C'est Vivi qui se libère du CP0 qui voulait la capturer, à Marie-Joise. Puis une transition avec ce qu'on comprend être Bonnie qui tend les bras vers la bulle de pensée de son père Kuma, celle qui lui donnerait accès à tous les souvenirs de son père. Référence directe au chapitre 1074. Enfin, comme on a commencé l'opening, c'est-à-dire dans les airs, au-dessus des mers, on revient sur une vue en plongée d'Egghead, avec un style graphique de carte de navigation, et on voit au loin la dernière île, pour nous rappeler l'objectif final, trouver le One Piece. L'opening se conclut là où il a démarré, avec Luffy qui raconte son véritable rêve à son équipage, en accord avec les réactions respectives des Mugiwara qu'on voit à l'écran. Usopp fait la tête, Chopper est émerveillé, de même pour Brook. C'est ainsi que se conclut l'analyse vidéo. Voyons maintenant comment cette dernière s'accorde avec l'audio pour donner encore plus de sens à ce magnifique opening. On peut déjà dire que ça va être très rythmé, les bons openings comme on les aime. C'est la marque de fabrique d'Hiroshi Kitadani, l'interprète de We Are, We Go, We Can, Over the Top, ainsi que l'opening qu'on analyse actuellement. Et ce qui est beau avec Hiroshi Kitadani, c'est qu'il intervient dans les openings uniquement lorsque l'anime atteint un point de rupture vis-à-vis de l'intrigue. Par exemple, We Are c'est littéralement le début, là où tout a commencé. We Go c'est la reprise après le time skip. Ace c'est l'introduction à la saga finale de One Piece. Et j'apprécie tout particulièrement cette constance et ce genre de petits détails qui composent les openings de One Piece.
Et donc, comme la plupart du temps avec Kitadani, on va pouvoir entendre de la guitare électrique, de la batterie pour le côté rythmé, un synthétiseur car on va donner un côté numérique virtuel à la musique en lien avec l'arc en question, et évidemment des trompettes pour le côté fanfaronnade de One Piece. On remarque dans les premières secondes que Kitadani est accompagné de voix off, et sans cesse on le verra en analysant les paroles, le thème du rêve sera évoqué, ce qui est un élément récurrent des openings One Piece. Avant d'analyser les paroles, je tiens à ce que vous l'écoutiez avec un casque ou des écouteurs. Vous allez voir les petites voix féeriques en fond, sont incroyables à l'oreille. On commence donc l'opening avec ces paroles, d'une part le chanteur disant tous ensemble « All of Us », mais surtout la voix off qui chante « All of Us, Dream Save Us ». Tous ensemble, le rêve nous sauve. Et c'est d'autant plus symbolique de placer cette parole au tout début, d'une part pour montrer que l'aventure One Piece est guidée par le rêve et que ce dernier est l'élément salvateur, la chose à laquelle on doit s'attacher. Et surtout en lien avec l'image, on nous dit que le rêve nous sauve en montrant à l'écran la scène où Luffy révèle son véritable rêve. Après, on a le fameux plan avec tout l'équipage aligné et la phrase « As all of us » qui se répète. Ici, on veut surtout souligner l'importance du groupe. Ensuite, on entend un passage intéressant. Les paroles sont Yumi no Hate, Umi no Hate, Kitai Basho wa Sorezore da, qui signifie jusqu'au bout de nos rêves ou au bout des mers. Chacun a une destination différente. Ça peut faire allusion aux rêves des membres de l'équipage qui sont fondamentalement différents. Par exemple, pour Zoro qui rêve d'être le meilleur épée, ou Nami rêvant de devenir la meilleure navigatrice. L'idée pour ce début d'opening, c'est de placer les bases fondamentales de l'intrigue que nous passerons en revue plus tard. Après, on entend Takedo Hitotsu Kekeyekeru Densetsu wo Ushiage te Karada, qui peut se traduire par « et soudain, une chose s'est mise à briller après que la légende se soit enfin révélée ». On peut comprendre la nature de cette chose qui a commencé à briller comme étant l'avènement du Gear 5 de Luffy, la légende du dieu soleil Nika. En sachant que cette légende justement, elle ne s'est révélée que récemment dans l'intrigue par rapport à l'arc Egghead. L'utilisation des mots briller et révéler est aussi essentielle. Pour briller, c'est avant tout car Egghead c'est l'arc du futur, du rayonnement, avec les pacifistas, les séraphins et Kizaru et ses rayons lumineux. Et d'une autre part, le mot révélé qu'on reverra aussi plus tard dans les paroles. Il exprime l'idée de vérité, de la chasse au secret et de la chasse à l'obscurantisme. Cette idée est aussi récurrente dans One Piece, d'autant plus dans l'arc du savoir avec Vegapunk. Après, on a un petit moment dynamique avec le couplet Pashi Pashi no limit Kokokara ga One Piece, qui veut dire à partir de maintenant le rythme sans limite One Piece. Moi, cette phrase, je la comprends comme une annonce. L'annonce de la saga finale. Celle qui aurait un rythme effréné, sans limite, on le remarque déjà aujourd'hui avec les chapitres que nous sort Oda. Encore une référence avec les rêves, lorsqu'on entend « All of us tabi bito nitsugu sono yume wa madani go chainaika » voulant dire « Tous ensemble, nous demandant aux marins, vos rêves sont-ils toujours obscurcis ?» Ça, on peut l'interpréter comme une critique, à la fois de notre monde, mais aussi de celui de One Piece. Car on le voit dans l'œuvre, rares sont ceux qui quittent tout ce qu'ils ont pour poursuivre leurs rêves. En témoigne la fameuse scène où Barbe Noire qui rencontre Luffy à Mocktown. Prononce un discours sur les rêves, à l'issue duquel il se fait moquer par la foule tout entière. Ensuite, on a néanmoins un message d'espoir qui est le suivant. Nemurenai saibo ga kusugurare ajiketeku imamo
All of us boken no tochu, qui signifie « Leurs ambitions inébranlables se poursuivront jusqu'à la dernière goutte, même maintenant, tous ensemble au milieu de cette aventure. » On souligne à nouveau le fait que les aventures, ça se fait à plusieurs, afin de suivre les ambitions de chacun. Cette idée est appuyée par le couplet suivant. All of us tabi bito etsugu imi no nai tatakai wa nai nda, qui peut se traduire par tous ensemble, nous continuons notre voyage, car nous savons qu'il n'existe pas de combat inutile. Je trouve la dernière phrase magnifique. Après, on a un passage sensationnel avec ce couplet. Bara bara no bunyaku ga ishi wo moshitsu nagareba toki no itoka tsumugi nao sareru. Signifiant, si chacune de nos aventures possède une volonté et se connecte, la vérité serait enfin révélée. On a donc enfin la reprise du terme révélé, mais surtout, c'est un passage incroyable puisqu'il y a un lien fort entre l'audio et l'image. Concrètement, on entend « Si chacune de nos aventures possède une volonté et se connecte », et à l'image, on voit bien justement les différentes aventures en question qui sont les combats dans One Piece. Il y a une volonté et une connexion, car la saga finale c'est avant tout la gigantesque course au One Piece. Cette course étant emplie de connexion et de volonté. C'est à cette seule condition que la vérité serait enfin révélée, et c'est bien justement à ce moment, et je trouve que c'est magnifiquement bien fait, qu'on a la cause à l'écran de l'obscurantisme, du fait que cette vérité soit justement cachée. Et cette idée, elle est conclue par la phrase « Ore tachi to tomo ni sekai kawari tsuzuketeru », se traduisant par « Avec nous, le monde continue de changer ». Et à l'écran, on a justement les principaux instigateurs du changement dans One Piece. Que ce soit à travers la chute des empereurs avec Law et Kid à Onigashima, ou la chute du gouvernement mondial avec Sabo, ou encore la chute du système de la marine actuelle avec Kobe, ce dernier étant la relève de la future marine. Pour finir cette analyse en beauté, on conclut l'opening là où il a commencé, avec les Mugiwara, et surtout avec les mêmes paroles. All of us, dream save us. Nous tous, le rêve nous sauve. En n'excluant pas le All of Us final très aigu de Kitadani, qui met justement l'accent sur ce qu'il y a à l'image, la dernière île, l'emplacement du One Piece, l'objectif final. C'est ainsi que se conclut l'analyse de l'opening 26 ACE de One Piece. On a pu voir qu'il regorgeait de mystères, de détails cachés, ainsi que de références nombreuses au manga, et mettant en avant les thématiques phares de One Piece, telles que celles du rêve, de la camaraderie et de l'aventure, mais aussi de nouvelles thématiques, celles de l'électronique, du virtuel, car c'est l'arc du futur des robots ainsi que de la lumière. J'ai trouvé personnellement qu'il était excellent, malgré le nouveau style graphique employé qui a pu faire peur à certains, mais je trouve à titre personnel que c'est très réussi et surtout empli de symboles. J'ai lu un commentaire qui allait dans ce sens l'autre jour sur YouTube, sous une rediffusion de l'opening. Un commentaire qui disait que c'est véritablement un cadeau pour les anciens fans, et je suis complètement d'accord avec cet avis. On peut par exemple penser à la scène des tenues à travers le temps. Bref, c'était piece by piece, et celui-là, on l'a bien analysé piece by piece. Peace.